En 1770, Catherine II lance les armées russes vers le sud, repousse les Tatars et les Ottomans des côtes de la mer Noire, et que en 1783, elle fonde, et nous tombons à plein pied dans l'actualité, le port de Sébastopol qui devient une base russe permettant de contrôler l'ensemble de la mer Noire au détriment des Turcs. Bien, à partir de ce moment-là, les Anglais, dès 1791, les services de Pitt produisent un document anonyme qui s'appelle Russian Armament. Donc l'armement, mais l'armement naval, parce que c'est ça que ça veut dire, l'armada russe en mer Noire, il faut la contenir. C'est le premier document, avant la géopolitique de Mackinder, avant la géopolitique de l'OTAN, c'est le premier document qui parle d'un containment, donc d'un endiguement de la Russie en mer Noire. Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'après la mer Noire, elle débouche dans le bassin oriental de la Méditerranée que convoitent déjà les Anglais à la fin du XVIIIe siècle, puisqu'ils se sont rendus maîtres de l'Inde pendant la guerre de 7 ans. Et comme ils sont rendus maîtres de l'Inde, ils savent qu'un jour ou l'autre, on percera l'isthme de Suez, on fera le canal de Suez, et que le chemin le plus court passe par la Méditerranée et la mer Rouge. Donc il n'est pas question qu'une grande puissance européenne, ni la France de Napoléon, ni la Russie de Catherine II, n'ait des bases dans la Méditerranée orientale. Parce que ça, c'est une constante de la politique qu'on voit se répéter de nos jours. Donc de 1770 à 2014, nous avons une guerre permanente pour la mer Noire et pour la Méditerranée orientale. Vous parlez de printemps arabe et d'hiver arabe. Je crois qu'il faut bien préciser le vocabulaire ici. Il s'agit de choses qui sont tout de même quelque peu différentes. Un printemps arabe, c'est une analogie avec ce qu'on a appelé en 1967-68 le printemps de Prague, c'est-à-dire une volonté de rénover le communisme qui était particulièrement lourd dans la République socialiste de Tchécoslovaquie à l'époque. Je ferais plutôt une analogie entre les printemps arabes et les révolutions de couleur qui ont secoué les pays d'Europe orientale et les pays de l'ancienne URSS au départ d'un système qui a été mis au point en Serbie par le fameux groupe Otpor, dont je voudrais parler un petit peu plus dans la version écrite de cet entretien, c'est-à-dire cette version Otpor qui base sa manière d'agir, sa façon de faire sur des théoriciens américains de l'agit-prop et de la mise en œuvre de révolutions dans des pays qui possèdent un régime, qui sont animés par un régime qui déplaît aux États-Unis ou qui empêche le développement de l'impérialisme américain. Donc en Tunisie, nous avons eu ce que nous appelons un printemps arabe, puisque la notion de printemps arabe est une formule qui est destinée aux pays musulmans, tandis que les révolutions de couleur sont plutôt destinées aux anciens pays communistes dont la religion est essentiellement, pour l'essentiel, l'orthodoxie, comme en Géorgie, en Ukraine ou en Serbie. Donc en Tunisie, le printemps arabe a donné la victoire des islamistes de l'Ennahda et a conduit à une certaine déstabilisation du pays, une déstabilisation qui est nécessaire pour inclure la Tunisie, bien entendu, dans l'orbite néolibérale, dans l'américanosphère, donc l'orbite néolibérale qui doit être celle du monde entier, celle des globalistes. Bon, mais la Tunisie est actuellement coincée entre une Algérie qui ne capitule pas, qui garde son système militaire, son système particulier, son socialisme national, mais qu'on cherche également à déstabiliser, puisque Lavrov a averti les Algériens et les Tunisiens très récemment pour dire qu'ils allaient être les prochains
les prochains pays soumis à subversion auxquels on allait infliger un printemps arabe pour déstabiliser l'ensemble de l'économie et du pays. Et elle est coincée également entre cette Algérie qui résiste jusqu'ici, mais qui est dans le collimateur, et une Libye qui est plongée dans le chaos. Donc là, la Tunisie a connu son printemps arabe, mais elle est dans une très mauvaise position en Afrique du Nord. Tandis qu'en Égypte, il y a eu un printemps arabe, mais on est revenu à la case départ, puisque ce sont les militaires qui ont repris les rênes du pouvoir en main récemment, après l'épisode Morsi. Et Morsi, aujourd'hui, passe en justice devant le procureur égyptien qui dépend des militaires. Donc, quand on parle d'hiver arabe, on dit il y a un hiver, après l'hiver viendra le printemps, comme on dit en néerlandais, na de winter komt de lente. Donc après un hiver, elle est encore au stade de l'hiver. Donc pourquoi? Parce qu'on espère qu'un printemps va la déstabiliser à son tour, mais l'ancien régime en Syrie, il est stable, il est déstabilisé, mais il résiste. Et apparemment, toute l'entreprise est en faillite. Pourquoi la Syrie est-elle différente? Et c'est ça le deuxième volet de votre question. C'est un système qui a bien fonctionné. Le système bassiste a bien fonctionné tout simplement parce qu'il reposait sur l'armée. C'est une particularité des pays en voie de développement à l'époque, ou des pays, c'était également évidemment, le modèle est prussien. La Prusse, c'était une armée. Elle a développé le système allemand dans un second temps. Pourquoi? Parce que l'armée permettait, comme dans certains pays latino-américains, l'armée était une école. Ce n'était pas seulement des militaires qui jouaient aux petits soldats, c'était une école technique. Et ça a permis à beaucoup de Syriens dans les campagnes d'accéder à des statuts d'ingénieurs, de techniciens, etc., ou de devenir instituteurs. C'est un système qui a permis également de surplomber la diversité religieuse et ethnique de la Syrie, parce que c'est un État composite, avec différentes composantes religieuses, et ce qui explique aussi que tous les sunnites ne sont pas nécessairement hostiles au régime de Béchar el-Assad, parce que ces sunnites ont bénéficié de ce système militaire et de cette école qu'a été l'armée. Ici, je vous cite tout cela de mémoire, au départ d'un livre qui n'est pas du tout un ouvrage issu d'une frange militante quelconque, mais qui est l'ouvrage d'un diplomate néerlandais, Nicolaus van Dam, qui a écrit un ouvrage sur la Syrie, qui était, avant tous ces événements, était l'ouvrage de référence dans les pays anglo-saxons sur la Syrie. C'était l'ouvrage de référence. Et puis tout à coup, on a changé d'avis et on a inventé quelque chose de nouveau. Donc moi, je fais référence au livre qui, jusqu'avant les événements, était l'ouvrage de référence sur la Syrie. Bien, alors, la déstabilisation, elle a commencé par une révolte des frères musulmans, bien entendu, mais les frères musulmans n'ont pas une force de frappe ou une puissance militaire suffisante pour déstabiliser ce régime bassiste. Il a donc fallu faire appel à un mercenariat salafiste ou wahhabite sur le même modèle de ce qui avait été pratiqué en Afghanistan avec Ben Laden ou avec le Mollah Omar, etc. Et là, avec l'appui de l'ISI pakistanaise, bientôt des services secrets pakistanais. Bon, il est vrai que après la révolte des frères musulmans, et je vais revenir là-dessus, en 1981-82, qui a été maté par le père de Béchar el-Assad, par Hafez el-Assad, il est vrai que les Alaouites et les Druzes ont pris une place prépondérante au détriment de tous les autres dans l'armée, c'est-à-dire et dans l'appareil d'État. C'est exact. Ils ont pris une place prépondérante, suscitant des jalousies. Jalousies sur lesquelles, bien entendu, les forces de la subversion, à partir de l'Arabie Saoudite et des États-Unis, vont tabler. Donc ça, c'est exactement la différence qu'il y a entre la Syrie, peut-être, d'une part, la Tunisie et l'Égypte, d'autre part, encore que l'Égypte, c'est aussi finalement un régime militaire qui va stabiliser le pays et le tourner une nouvelle fois vers la Russie, puisqu'il y a des accords
il y a des accords diplomatiques entre l'Égypte et la Russie depuis la chute de Morsi. Bon, il y a des raisons historiques. Or, la méthode que j'ai toujours préconisée dans les relations internationales est une méthode fondamentalement différente de ce que les médias préconisent. Les médias préconisent l'adhésion immédiate à des vérités de propagande qui n'ont aucune assise historique. Il faut, quand on observe les relations internationales, il faut avoir une démarche généalogique. Dans le cas de la Syrie, c'est plus vrai que jamais. Et historiquement, je me réfère toujours au livre de Nicolaas van Damme, c'est qu'en 81-82, les frères musulmans vont déclencher un soulèvement très semblable à celui qui nous préoccupe depuis 2 ou 3 ans en Syrie. Ce soulèvement va être écrasé par le père de Béchar el-Assad, par Hafez el-Assad. Et au départ, bien entendu, ce soulèvement des frères musulmans était bien vu de l'Occident, puisque la Syrie était, je ne dis pas un satellite de l'URSS, mais du moins un allié de l'URSS à l'époque, puisque l'URSS existait encore, et que le bassisme, qui au départ est tout de même une idéologie nationaliste, s'était donné une coloration socialiste pour plaire à l'allié soviétique. Mais que se passe-t-il pendant cette première période de soulèvement animé par les frères musulmans en Syrie? C'est que les frères musulmans assassinent Sadat, qui est un allié des États-Unis. Alors l'Occident va laisser tomber la révolte des frères musulmans syriens et va donner tacitement sa bénédiction à la répression organisée par Hafez el-Assad. Donc l'Occident était mécontent et on a laissé faire le père d'Hafez el-Assad, mais on a recommencé exactement 30 ans après. Donc de 1981 à 2011, nous avons une période où on laisse faire les el-Assad, mais on leur remet une révolte dans les pattes en 2011, 30 ans après. Donc on voit là qu'il y a des processus historiques qui peuvent rentrer en dormition et puis se répéter. Voilà ce qu'il y a. Donc de 2011 à 2014, jusqu'à nos jours, nous avons la Syrie qui est à feu et à sang, tout simplement pour différentes raisons. On veut abattre un régime qui ne se laisse pas pénétrer par l'idéologie et les pratiques néolibérales. Ça, c'est une première chose. Ensuite, il abrite une base russe en Méditerranée orientale. Et ça, c'est dans le déploiement militaire de la superpuissance américaine, c'est inadmissible, comme c'eût été inadmissible également pour l'impérialisme britannique au XIXe siècle. Et nous allons voir aussi que ces modèles, ces patterns, comme disent les anglo-saxons, ces patterns britanniques vont se répéter dans le chef des Américains. Ils vont les dupliquer en quelque sorte. Ensuite, bien entendu, il y a l'alliance implicite qui date seulement de 1937. Voilà pourquoi une démarche généalogique est nécessaire. L'alliance entre les Alaouites et les Chiites. Donc les Alaouites sont déclarés chiites depuis 1937 seulement. Mais cet islam alaouite est en fait une synthèse entre des éléments de christianisme, entre des éléments arabes alliés jadis aux croisés, entre des chiites, entre des alévites turcs, etc. C'est une sorte de syncrétisme. Mais ce syncrétisme est accepté par le chiisme iranien à une époque, bien entendu, où le chiisme iranien n'est pas radicalisé. Il est encore quiétiste. Il n'est pas révolutionnaire. Ce n'est pas un islam révolutionnaire, c'est un islam quiétiste qui accepte, bien entendu, le pouvoir impérial en Iran ou qui va accepter le pouvoir ottoman en Syrie ou après le pouvoir bassiste, bien entendu. Donc cette alliance chiite-alaouite est un fait tout de même assez récent. Ensuite, il faut savoir que de tout temps, depuis la nuit des temps, l'Iran, qui est tout de même la première puissance de facture indo-européenne, qui va passer à l'islam après
la conquête islamique, mais qui va garder une certaine spécificité iranienne. Eh bien, cette spécificité iranienne, cette impérialité iranienne quelle qu'elle soit, et la République islamique n'échappe pas à cette règle, sera de chercher une fenêtre quelque part sur la Méditerranée. Donc, ça s'est toujours fait, et aujourd'hui, c'est le Hezbollah, et ce sont les Alaouites syriens, qui sont en quelque sorte les fenêtres de l'Iran, que cet Iran soit impérial ou que cet Iran soit fondamentaliste islamique. Il faut une fenêtre sur la Méditerranée. Et c'est à partir de ce moment-là, comme dit Tual dit, mais il n'y a pas de pan-chiisme puisque le chiisme est quiétiste partout, sauf en Iran. Mais comme il est devenu révolutionnaire en Iran, les autres sont restés quiétistes. Ce n'est plus le cas depuis l'invasion américaine en Irak. Donc le chiisme est devenu beaucoup plus militant, il est en période de guerre, il y a des confrontations. Donc on va adopter certains modèles révolutionnaires iraniens et on va les exporter dans les autres zones chiites. Et là va se créer un pan-chiisme auquel les Américains ne s'attendaient pas. Bien entendu, surtout en Irak. Et après quoi, ils se sont dit, au fond, quand le Shah disait qu'il y avait une espèce de civilisation iranienne qui se diffusait tout autour de l'Iran, elle a des aspects chiites, comme elle a des aspects musulmans traditionnels, comme elle peut avoir des aspects zoroastriens également, ou des aspects de la civilisation post-avestique, la civilisation des Achéménides. Donc, si l'Iran n'était pas devenu fondamentaliste islamique, si Khomeini n'avait pas sorti le chiisme du quiétisme habituel, eh bien on aurait eu un autre aspect du paniranisme et pas nécessairement du panchiisme qui donnait une fenêtre sur la Méditerranée. Bon, alors, l'attitude de la Russie, c'est que le problème de la Syrie et le problème de la Crimée, les deux problèmes sont historiquement liés. Et ça, c'est ce que la propagande ne nous dit pas, puisqu'elle simplifie à outrance, elle donne des vérités toutes faites, mais elle ne réfléchit pas sur la profondeur temporelle que peut avoir un phénomène contemporain. Bien, donc, ça remonte au XIXe siècle. En 1770, Catherine II lance les armées russes vers le sud, repousse les Tatars et les Ottomans des côtes de la mer Noire, et que en 1783, elle fonde, et nous tombons à plein pied dans l'actualité, le port de Sébastopol, qui devient une base russe permettant de contrôler l'ensemble de la mer Noire au détriment des Turcs. Bien, à partir de ce moment-là, les Anglais, dès 1791, les services de Pitt produisent un document anonyme qui s'appelle Russian Armament. Donc l'armement, mais l'armement naval, parce que c'est ça que ça veut dire, l'armada russe en mer Noire, il faut la contenir. C'est le premier document, avant la géopolitique de Mackinder, avant la géopolitique de l'OTAN, c'est le premier document qui parle d'un containment, donc d'un endiguement de la Russie en mer Noire. Pourquoi? Parce qu'on a peur qu'après la mer Noire, elle débouche dans le bassin oriental de la Méditerranée que convoitent déjà les Anglais à la fin du XVIIIe siècle, puisqu'ils se sont rendus maîtres de l'Inde pendant la guerre de 7 ans. Et comme ils sont rendus maîtres de l'Inde, ils savent qu'un jour ou l'autre, on percera l'isthme de Suez, on fera le canal de Suez, et que le chemin le plus court passe par la Méditerranée et la mer Rouge. Donc il n'est pas question qu'une grande puissance européenne, ni la France de Napoléon, ni la Russie de Catherine II, n'ait des bases dans la Méditerranée orientale. Parce que ça, c'est une constante de la politique qu'on voit se répéter de nos jours. Donc de 1770 à 2014, nous avons une guerre permanente pour la mer Noire et pour la Méditerranée orientale. Simultanément, et ça on l'oublie très fort, il y a une révolte palestinienne contre le pouvoir ottoman en 1770 et que cherchent ces Palestiniens l'alliance de la Russie. Donc aujourd'hui, ce ne sont pas des révoltés palestiniens contre leurs maîtres ottomans, contre leurs suzerains ottomans,
Mais c'est une Syrie qui est rebelle à l'Empire, pour reprendre les termes d'Alain Soral. Donc, ce sera un échec. Cette révolte palestinienne sera, en 1770, sera un échec. Et alors, que va-t-on faire? Dans les états-majors russes et autrichiens qui sont alliés à cette époque, on va dire, si on envoyait les Juifs des ghettos d'Europe orientale, si on les envoyait dans cette Palestine, qu'on créerait un foyer juif pour disloquer l'Empire ottoman, c'est-à-dire séparer la partie turque, aujourd'hui turque, de l'Égypte. Parce que c'était ça l'objectif. Mais la Révolution française va annuler, bien entendu, ce projet, puisque les Autrichiens vont devoir dépêcher leurs troupes ici, dans les Pays-Bas, pour repousser l'invasion française aux batailles de Neerwinden, notamment en 1793, où la France va momentanément perdre la rive occidentale du Rhin. Bien, donc la Russie et la France, tour à tour, vont essayer de se faire les protectrices des minorités chrétiennes dans le Levant. Donc la France va se charger des catholiques ou des maronites, et la Russie va se charger des orthodoxes. Donc cette protection des chrétiens ne se limite évidemment pas au seul Balkan. Elle va se projeter vers le Levant et vers le bassin oriental de la Méditerranée. Donc cette Méditerranée orientale, l'Angleterre veut absolument la contrôler, et sa grande crainte, c'est déjà de voir se rompre la route la plus courte vers les Indes, puisque la richesse de l'Angleterre, elle la tient certes de son industrie qui existe déjà, c'est la première révolution industrielle, mais elle la tient aussi du coton indien, de l'or indien, des richesses du sous-continent indien qu'elle contrôle entièrement. Donc, ma thèse et ma théorie est qu'une guerre mondiale s'est déclenchée en 1756 pendant la guerre de 7 ans, guerre de 7 ans pendant laquelle l'Angleterre se rend maître de l'Atlantique Nord et conquiert le Canada sur la France, et qu'elle se rend maître de l'Inde au détriment des Français également, et que cette guerre, tous les éléments de cette guerre menée par une puissance maritime, par une thalassocratie, vont se répéter jusqu'aujourd'hui. Et ce sont tous ces éléments qui se répètent depuis la guerre de 7 ans. Bon, la Russie apporte, appuie, vous me demandez ici, la Russie appuie Bachar el-Assad, comme les Français auraient, ou comme ersatz des rebelles palestiniens de 1770, ou les chrétiens d'Orient, etc. Il faut tenir absolument des bases sur la côte du Levant, dans la Méditerranée occidentale. Oui, avant ça, je voulais encore dire simplement que la Russie s'oppose, bien entendu, à toute forme de sanction contre un régime qui n'est pas aligné sur l'Occident, qui ne soit pas néolibéral. Et là, la Russie cherche en fait un modèle que les Chinois ont théorisé au cours des années 90 du XXe siècle, qui est, grosso modo, je résume ici, je peux vous renvoyer à un article que j'avais écrit à l'époque, sur base d'une thèse de doctorat émise en Allemagne par des Coréens d'ailleurs, le principe de la non-ingérence. Donc je ne veux pas d'ingérence, c'est-à-dire moi Chinois ou moi Russe, je ne vais pas m'ingérer, je ne vais pas vouloir modifier un régime qui est né historiquement dans telle ou telle région du monde. C'est ce principe de non-ingérence, d'abord, qui s'oppose directement à la pratique américaine qui est née sous la présidence de Clinton. C'est Clinton qui va, je dirais, élaborer définitivement les stratégies d'imposer la political correctness, tout ce discours destiné à formater les esprits à l'intérieur de l'américanosphère date de Clinton. Carter avait déjà introduit la diplomatie, enfin pas la diplomatie, mais l'interventionnisme au nom des droits de l'homme. Clinton va mettre tout cela en pratique, notamment en Yougoslavie. Et ce sont, aux yeux des Russes et des Chinois,
aux yeux de deux puissances qui ont un droit de veto à l'ONU, ce sont des instruments d'ingérence. Alors, vous parliez aussi d'une transition politique. Le système, la transition politique qui ne se passe pas, malgré la volonté de l'Occident, des États-Unis et de la France, de Sarkozy et de Hollande, la transition politique ne se passe pas parce que le système qui faisait l'État syrien est un système composite, c'est un système instable, c'est un système qui va sombrer dans une incertitude totale si on le modifie. Et la Russie perdrait dans ce cas son dernier bastion, sa dernière base au Levant, et ça, elle ne peut pas l'accepter. Donc, pour arriver maintenant directement à votre question, je n'ai pas lu l'intervention de Vitaly Chourkine à l'ONU, mais enfin, vous la résumez très bien. Le radicalisme islamique, pour les Russes, ce n'est pas l'islam comme maladroitement l'a fait la politique de Bush, mais c'est l'ingérence saoudienne. C'est l'ingérence saoudienne dont ne veulent pas les Russes. Ils ne veulent pas des wahhabites, et eux ne parlent pas de radicalisme islamiste, mais ils parlent de wahhabites. Ils visent directement, et il y a eu des conflits entre Poutine et les représentants de l'Arabie saoudite, notamment sur le terrorisme dans le Caucase, sur le terrorisme tchétchène et daguestanais. Ils s'attaquent directement à ces wahhabites. Mais derrière ça, je ne vais pas faire nécessairement une fixation sur le wahhabisme saoudien. Il y a l'alliance des fondamentalistes qui refusent le passé. C'est à ça que nous assistons. C'est-à-dire qu'on refuse un régime bassiste en Syrie parce que c'est un régime syncrétique. On peut refuser d'autres régimes comme en Égypte, comme en Algérie, etc. Parce que ce sont des syncrétismes. Donc il y a une alliance des fondamentalistes protestants américains, les WASP, les White Anglo-Saxon Protestants. Il y a une alliance des wahhabites saoudiens et des salafistes qui en sont un produit dérivé plus spécifiquement nord-africain, et les Christian Zionists, donc les sionistes chrétiens, qui font la différence dans les votes. C'est 40 millions d'électeurs aux États-Unis, grosso modo, et ces 40 millions d'électeurs font et défont les présidents. Donc il s'agit de l'alliance de ces trois formes de fondamentalisme que refusent, bien entendu, les deux puissances qui opposent leur veto à toute sanction contre la Syrie ou à toute transition politique, c'est-à-dire la Chine et la Russie. Quant aux rebelles syriens, dans une première phrase, c'était exclusivement les frères musulmans. Dans une deuxième phase, parce qu'ils ne peuvent pas tenir le coup militairement face à une armée très professionnelle comme l'est toujours l'armée syrienne, ce sont les volontaires wahhabites qui provoquent la chaotisation, parce qu'il y a des volontaires, mais ils se tirent dessus entre eux. C'est la chaotisation totale du pays, ce qui satisfait d'une certaine manière l'Occident, qui accepte les chaotisations plutôt qu'un régime qui est fermé, une société dite fermée. Il préfère un chaos à une société dite fermée. C'est soit une société ouverte, soit le chaos. Mais certainement pas de société fermée, ils n'en veulent pas. Donc à partir du moment où ces bandes wahhabites sont instrumentalisées à l'échelle planétaire, on peut comprendre que la Russie et la Chine, qui parient sur des solutions diplomatiques, le refusent. Alors, c'est instrumentalisé à l'échelle planétaire en Syrie et en Irak, puisque maintenant on recrute des fondamentalistes irakiens pour aller combattre en Syrie. C'est instrumentalisé au Caucase, bien entendu, en Tchétchénie et au Daghestan. Ça peut être instrumentalisé en Europe, puisque Charles Rifkin, ambassadeur des États-Unis en France, a menacé la France si elle ruait dans les brancards de soulever les banlieues. C'est en fait ce qu'on a fait pour mettre Sarkozy au pouvoir et pour balancer Chirac, qui avait créé un axe Paris-Berlin-Moscou, enfin qui avait participé à un axe entre guillemets qui n'a pas duré très longtemps,
Paris, Berlin, Moscou. En fait, on lui a mis dans les banlieues, il a promis la karchérisation, ainsi il a récupéré des voix, il s'est fait élire et il s'est empressé, première mesure, de réintroduire la France dans le système de l'OTAN. Ensuite, évidemment, c'est un instrument qui va être utilisé en Algérie. Il l'a déjà été avec le fils au début des années 90. Et les janvieristes, c'est-à-dire les généraux algériens, ont mis un terme à cette guerre civile très sanglante qui a été une tragédie pour l'Algérie. Et aujourd'hui, on peut instrumenter l'AQMI, donc Al-Qaïda du Maghreb islamique. Bon, les attentats du Caucase, ça sert surtout à faire pression sur le flanc sud de la Fédération de Russie. C'est une politique britannique, c'est une politique qui est héritée des Britanniques. Ça s'est fait pendant la guerre civile russe, où les Britanniques se sont servis de l'armée turque, mais aussi de mouvements communistes locaux pour éliminer notamment les Arméniens qui, à l'époque, étaient pro-russes. En 1940, on l'oublie très souvent, pendant le pacte Ribbentrop-Molotov, les Britanniques faisaient pression sur le Caucase au départ de leur base irakienne, d'ailleurs. Donc on voit encore que géopolitiquement, tous ces phénomènes sont liés. Et aujourd'hui, on va utiliser les éléments wahhabites. Alors pourquoi des éléments wahhabites en Tchétchénie et au Daghestan? Il faut savoir qu'il y a des Caucasiens qui sont présents partout dans le Levant, dans le Moyen-Orient, en Irak, en Syrie, en Jordanie essentiellement, où le noyau dur de l'armée jordanienne est composé de Tchétchènes. Les rois de Jordanie avaient d'ailleurs une garde circassienne en uniforme cosaque pendant le mandat britannique. Donc l'élément tchétchène est très présent dans l'armée jordanienne. Je vais pouvoir vous donner des sources. Ce sont des sources qui proviennent des mémoires d'un haut dirigeant du Mossad israélien d'ailleurs. Et ces Tchétchènes et ces Circassiens ou ces Caucasiens du Nord étaient établis au service des Ottomans d'abord sur toute la route de la Mecque. C'était des Tchétchènes qui avaient fui d'abord les armées tsaristes au XIXe siècle, au moment de la conquête de la Tchétchénie par les tsars, et qui avaient fui les communistes, qui avaient fui la révolution bolchevique et qui s'étaient installés, s'étaient mis au service notamment des Britanniques par l'intermédiaire des Hachémites, des rois Hachémites de Jordanie. Alors, la différence entre l'islam tout court et sa forme wahhabite ou salafiste, c'est que pour les Russes, il y a une synthèse islamique qui est acceptée. On voit régulièrement Poutine avec les mouftis de Kazan au Tatarstan. Au Tatarstan et au Bashkirtostan, il y a une synthèse. Il y a une synthèse qui fonctionne très bien dans cette région qui est située fort au nord. Donc c'est l'islamisme, c'est l'islam le plus nordique de la planète. C'est celui du Tatarstan et du Bashkirtostan. Alors, Scholl Latour, qui est le plus grand observateur de la politique internationale, le plus grand explorateur allemand, il vient de fêter ses 90 ans et il vient de donner un excellent petit film sur YouTube, sur la Crimée d'ailleurs, où on voit qu'il répète décennie après décennie ces anciens films. Il faut connaître l'allemand, mais c'est très agréable à écouter et à lire ce monsieur qui raconte ses mémoires et qui nous offre tout de même chaque année un livre très copieux sur toutes ses observations et sur tous ses voyages qu'il avait fait. Il avait fait un voyage à Kazan, il fait plusieurs voyages à Kazan et signalait, on avait ensuite une conversation avec le moufti de Kazan, qu'ils avaient éliminé les wahhabites qui avaient essayé d'infiltrer cette gigantesque mosquée, la plus septentrionale de l'islam. Alors, géostratégiquement, bien entendu, ces deux républiques du Tatarstan et du Bashkirtostan sont
étant très au nord, elles peuvent disloquer la Fédération de Russie en deux, si jamais elles étaient mises aux mains des Wahhabites. Et là, j'ajoute une anecdote. Par exemple, il est impossible de fêter, pas de fêter, mais de pratiquer les rites du Ramadan au Tatarstan. Pourquoi? Parce qu'on est trop au nord, on est à peu près à la hauteur des pays baltes ou de la Finlande, et il n'y a pas de nuit noire en été. Et ça a été un problème qui m'a été posé par des musulmans, parce que même ici, il n'y a pas de nuit véritablement noire. Par conséquent, là-bas, ils ont décidé d'un calendrier, au Tatarstan, d'un calendrier ou d'un horaire particulier. Donc ici, il y a un syncrétisme que les Wahhabites n'acceptent pas, mais si on doit pratiquer le rite comme le font les Wahhabites, eh bien on ne mangerait pas pendant un mois. Donc là, il y a la nécessité d'un syncrétisme que souligne Scholl-Latour. Donc dans les printemps arabes, il faut voir là des perspectives plus vastes. C'est la subversion organisée, exactement comme les révolutions oranges. On a donc une pratique pour les pays musulmans et on a une pratique pour les pays orthodoxes, comme on aura probablement en Thaïlande une pratique pour les pays bouddhistes. C'est une forme de guerre de quatrième dimension. Donc on ne fait plus la guerre avec des régiments de chars ou des bataillons d'infanterie, on le fait par révolution politique interposée. Selon les règles, je l'ai déjà dit, de Otpor, qui ont été mises au point en Serbie par des théoriciens américains de la subversion, ou des printemps arabes pour les pays musulmans. Et dans le Caucase, on aura un mixte des deux. En Géorgie, une révolution colorée, une révolution des roses, et une révolution wahhabite, pas encore un printemps arabe, évidemment, au Daghestan et en Tchétchénie. Alors, les Russes apportent leur veto, oui, exactement comme la Chine, tout simplement parce que la Chine, elle, risque aussi une subversion wahhabite chez les Ouïghours. Il y a d'ailleurs eu récemment, cette année, en 2014, pour la première fois, des attentats dans une gare en Chine, exactement comme à Volgograd. Donc ici, nous avons une similitude. Donc, pour répondre à votre dernière question, pensez-vous que ça peut s'exporter dans le Caucase? Je dirais peut-être pas dans un premier temps. Chez les orthodoxes en Géorgie, ce sera une révolution colorée. Chez les autres, pas nécessairement un printemps arabe, mais certainement une violence orchestrée par les Wahhabites en Tchétchénie et au Daghestan, surtout au Daghestan, parce que la Tchétchénie, finalement, elle est neutralisée au sein de la Fédération de Russie. Donc ici, je serai un peu plus court. La guerre froide, ben oui et non, parce que la guerre froide se déroulait dans un contexte géopolitique mondial, global, quand même bien différent. Donc pendant la guerre froide, l'Union soviétique avait un glacis en Europe. Donc la Pologne, la RDA, la Hongrie, la Tchécoslovaquie, la Roumanie, etc. Aujourd'hui, elle ne possède plus ce glacis et l'ensemble de ce glacis est actuellement dans l'OTAN. Donc ce qui se passe aujourd'hui, c'est un phénomène relativement nouveau, c'est l'intervention dans ce que Gorbatchev appelait encore l'étranger proche, c'est-à-dire les anciennes républiques slaves, slaves et très proches de la Russie, de l'ancienne URSS, la Biélorussie, l'Ukraine et la Fédération de Russie elle-même. Donc on intervient directement, l'OTAN intervient directement dans cet étranger proche. En Ukraine, l'objectif, à mon avis, était de s'emparer de la Crimée, qui est une position stratégique. Elle était une position stratégique pour Catherine II à la fin du XVIIIe siècle. Elle a été une position stratégique forcément dans la guerre de Crimée entre 1853 et 1856. Elle a été une position clé pendant la Seconde Guerre mondiale où la confrontation entre l'Allemagne et l'URSS a été particulièrement sanglante. Mais si l'Occident, par la révolution ukrainienne interposée, n'a pas pu s'emparer de la position clé qu'est la Crimée, elle a tout de même un coin
donc sont dans les régions les plus hostiles au pouvoir ukrainien qui vient d'être renversé. C'est un coin enfoncé entre la Biélorussie et une côte qui reste certes fidèle à l'alliance russe, la côte à hauteur de Odessa. Donc là, on voit qu'il y a un coin entre la Biélorussie et la côte qui est enfoncé. C'est une perte stratégique, c'est une perte de territoire qui doit être très préoccupante pour les Russes, puisqu'il y a l'OTAN, donc la Pologne, et la partie de l'Ukraine qui est fidèle à la Pologne pour des raisons historiques, est actuellement à très grande proximité d'Odessa, qui est également une position stratégique sur la mer Noire. Enfin, le but, c'est que dans toute l'histoire européenne, on a tenté d'organiser ce qu'on appelle l'axe gothique, c'est-à-dire joindre la Baltique à la mer Noire. Donc les Goths, avant les invasions des Huns, au IVe siècle après Jésus-Christ, sont les seuls à s'être rendus pendant un très bref laps de temps maîtres de cet axe gothique. C'est pour ça qu'on appelle la ligne qui va de la Baltique à la mer Noire, c'est pourquoi on l'appelle l'axe gothique. Donc les Goths l'ont maîtrisé. Ensuite, l'État polono-lituanien va tenter de faire pression sur les Ottomans de manière constante, de façon à pouvoir débouler dans Odessa. Catherine II va y réussir après les partages de la Pologne. Les Suédois voudront aussi le faire, c'est une stratégie suédoise, mais ils vont rater avec Charles XII. Charles XII va être battu et ne pourra pas souder un ensemble comprenant la Suède, la Pologne-Lituanie et le territoire aujourd'hui ukrainien, le territoire qu'on appelait celui des Cosaques Saporogues. Donc il n'y aura pas d'unité. Et la Syrie, comme je l'ai déjà évoqué, là-dedans, ben oui, elle est un atout en Méditerranée orientale. Ça, ce n'est pas un mystère. Et on sait aussi que, par toutes sortes d'artifices, la Russie cherche à s'implanter à Chypre, dans la partie grecque de l'île, tout simplement en pariant, bien entendu, sur une géopolitique de l'orthodoxie, comme Tual l'avait très bien exprimé dans son petit ouvrage. La Russie cherche aussi à ménager la Turquie, et plus particulièrement les panturquistes, puisque l'affaire Ergenekon, où Erdogan s'oppose à l'armée et décapite en quelque sorte l'État profond qu'était l'armée turque du temps de Mustafa Kemal pour le remplacer par un autre État profond qui serait islamo-conservateur et ouvert au néolibéralisme. Il y a un idéal eurasien qui existe évidemment en Turquie derrière le panturquisme, et c'est ça visiblement que les Russes essayent de ménager en Turquie, donc ils n'insistent pas trop à Chypre. Ce qui est plus vaste, c'est que tout ça participe, et surtout l'affaire ukrainienne participe du plan Brzezinski. Brzezinski avait renoncé début 2012, il y a exactement 2 ans, par son dernier ouvrage, il avait renoncé à sa stratégie de bouleverser toute la route de la soie de l'Ukraine jusqu'à la Chine. Il y avait renoncé et avait proposé une alliance États-Unis, Russie, Turquie. C'est ce qu'il avait proposé, mais apparemment l'administration d'Obama n'a pas écouté les dernières recommandations de Brzezinski, mais a repris tel quel le plan des néoconservateurs, hein, le fameux Political for a New American Century, pour un nouveau siècle américain. Donc on l'a repris tel quel en écoutant plus très bien le vieux Brzezinski qui a 85 ans maintenant. Donc ça fait partie d'un plan plus vaste, mais on peut voir aussi se développer un plan tricontinental où il s'agit de déstabiliser tous les alliés, non pas seulement de la Russie, mais de la Chine aussi, ou du BRICS, hein, des fameux BRICS. Et simultanément, on voit un foyer de troubles en Syrie, en Ukraine et au Venezuela. Donc sur 3 continents, en quelque sorte.
Et la Russie se trouve fragilisée en mer Noire. Elle trouve sur sa tête de pont au Levant est également fragilisée, et en Méditerranée orientale. Tout ça, évidemment, basé sur les thèses de Toynbee à l'époque où il dirigeait le Royal Institute of International Affairs. Il faut savoir que Toynbee est un byzantinologue et qu'il connaît très bien la géopolitique et l'histoire du bassin oriental de la Méditerranée, de la mer Noire et du lien qui existait entre la civilisation grecque dans l'Antiquité et la nécessité d'avoir des comptoirs justement en Crimée et en Ukraine pour avoir du blé parce qu'il n'en pousse pas en Grèce. Donc les détroits en Turquie étaient très importants. Donc nous avons un antagonisme, un antagonisme général sur 3 continents où on applique d'une part la doctrine de Monroe au Venezuela, surtout c'est pas seulement dirigé contre la Russie, c'est aussi dirigé contre la Chine, qui est en train de concocter un projet de creuser, non pas un canal à Panama, mais au Nicaragua. Et là, on verrait évidemment le Venezuela devenir un pays très important, capable d'exporter son pétrole vers la Chine, à travers le canal du Nicaragua. Donc là, on applique la doctrine de Monroe, l'Amérique aux Américains, pas d'ingérence européenne, ça c'était au 19e siècle, pas d'ingérence chinoise, ça c'est au 21e siècle. On l'applique évidemment une autre doctrine, le refus de toute autre puissance que britannique ou américaine en Méditerranée orientale, et là, les États-Unis, avec leur flotte méditerranéenne, remplacent bel et bien la flotte britannique qui existait jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. À cela s'ajoute une intervention directe sur les marges de la Russie, dans le Caucase, et ça c'est une nouveauté par rapport à la guerre froide. Puisque pendant la guerre froide, il était impossible d'intervenir et dans le Caucase et en Ukraine. Oui, mais pour vos dernières questions, je serai plus bref parce que ce sont des choses que j'ai déjà dites. Donc, pour l'Iran, l'Iran est basé, c'est un État, c'est une civilisation, en dépit de ce vernis ou en dépit de cette nouveauté qu'est le fondamentalisme islamique tel qu'il a été théorisé par Khomeini et quelques autres, l'Iran, c'est la longue mémoire. C'est une civilisation de la longue mémoire. Il faut toujours rechercher. L'Iran a toujours recherché une fenêtre sur la Méditerranée. Toutes les guerres de l'Antiquité, les Perses contre les Grecs ou les Perses contre les Romains, c'est essayer de déboucher sur la Méditerranée ou sur l'Égypte. Alors, le christianisme a peut-être été à ses débuts un instrument de l'Iran contre l'Empire romain, comme les autres puissances iraniennes avaient toujours parié sur les Juifs en Judée pour perturber la conquête romaine dans le Levant et pour se chercher des alliés sur le Levant. C'était vrai au Yémen aussi, à l'époque de l'Arabie heureuse. Donc les Alaouites sont évidemment en Syrie un allié potentiel, comme l'est le Hezbollah au Liban, un allié potentiel de l'Iran au Levant. Donc on peut parler, comme je viens de le dire, de l'émergence d'un panchéisme depuis la partition de l'Irak qui découle de l'invasion américaine, puisque l'Irak n'existe plus comme un État unitaire. Il y a en réalité 3 États, un État chiite arabe dans le sud, un État sunnite autour de Bagdad et un État kurde dans le nord, dans les régions pétrolifères de Mossoul et de Kirkouk. Bon, donc le panchéisme n'existait pas tant que le chiisme était quiétiste. À partir du moment où il n'est plus quiétiste avec Khomeini, les autres chiites gardent momentanément une forme de quiétisme, mais l'embrasement général du Moyen-Orient fait que, effectivement, toutes les communautés chiites vont se retrouver dans le collimateur et vont bien entendu s'unir
s'allier entre elles. Aujourd'hui, oui, il y a un panchéisme qui est né et dont l'Iran bénéficie. Mais il faut dire aussi que l'Iran, la donne change quelque peu, et la donne était prévisible parce qu'il y avait des voix aux États-Unis qui disaient si nous voulons réaliser le Greater Middle East, le Grand Moyen-Orient, la pièce centrale c'est l'Iran, donc il faut revenir à une alliance essentiellement, à une alliance avec l'Iran essentiellement, quitte à abandonner ou à diminuer l'alliance États-Unis-Israël. Oui, mais les autres raisons, c'est simplement le refus de toute forme d'immixtion, selon des critères que les Chinois avaient mis au même moment où Gorbatchev énonçait sa perestroïka dans ces années de grande effervescence où on aurait pu croire que tout pouvait changer. Donc je dirais entre 1984 et 1994. Ce sont 10 années d'effervescence politique. On aurait pu croire à une libération complète de l'Europe, à une alliance Europe-Tiers-Monde, à une nouvelle Eurafrique, à une Euro-Sibérie. On pouvait émettre toutes les hypothèses. Les Chinois ont dit non, pas d'immixtion, une sorte de statu quo. Il faut respecter les régimes politiques qui naissent dans n'importe quelle partie du monde et ne pas vouloir les changer, ne pas vouloir les modifier, surtout ne pas vouloir les modifier par la force. Pour que se crée une réelle multipolarité. Et ça, c'est ce qu'on entend évidemment dans les discours chinois ou russes actuels, c'est la volonté d'une multipolarité autour des États du BRICS, donc du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. C'est aussi une idée qui est très chère au politologue Carl Schmitt, allemand, c'était l'Interventionsverbot für raumfremde Mächte, donc l'interdire à des puissances étrangères à mon espace d'intervenir dans mon espace, c'est-à-dire d'appliquer une doctrine de Monroe européenne. C'est-à-dire pas d'immixtion américaine en Méditerranée, sur le continent européen, a fortiori dans la mer Noire, comme ça se passe aujourd'hui. Pourquoi? Parce que cette puissance est extérieure à mon espace. Comme moi, je ne vais pas aller intervenir dans la gestion du Texas ou du Nouveau-Mexique. Personnellement, j'ai beaucoup de doutes sur l'utilisation des armes chimiques. En 14-18, on a utilisé les armes chimiques. Mon grand-père en a été victime, il n'est pas mort, il a réussi à s'en tirer. Mais la Deuxième Guerre mondiale n'a fait aucune utilisation d'armes chimiques. On ne les a plus jamais utilisées. Quand on a fait son service militaire et qu'on a mis la combinaison NBC, eh bien, il est quasiment impossible d'avancer avec cet harnachement et surtout de boire. Donc, les armes chimiques, je n'y crois pas trop. Bon, elles se sont certes modernisées, mais ils en ont peut-être utilisé en Syrie, mais je crois que tout le monde peut signer une convention de non-utilisation des armes chimiques parce que c'est finalement très difficile et que ça n'a pas beaucoup été utilisé. En revanche, la notion de game change peut être très intéressante. Que se passe-t-il? Les game changes que je crains, c'est un incident avec la Turquie. Un avion vient d'être abattu. D'ailleurs, le pilote syrien est retourné en Syrie, certes, ou bien en Israël, il y a évidemment des escarmouches sur les hauteurs du Golan, ce qui permettrait évidemment d'encercler la Syrie par le nord et par le sud. Ça, c'est un game change qui pourrait bouleverser la donne, effectivement. Bon, moi, je ne crois pas à une transition pacifique ici. Il n'y a pas eu de transition pacifique en 81-82. Les enjeux géopolitiques ici sont beaucoup trop importants et beaucoup trop profonds. Ce sont des enjeux politiques qui datent, comme je viens de le dire, du XVIIIe siècle. Et si on lâche, si la Russie ou toute autre puissance lâche ce qu'elle détient, eh bien on touche au fondement même de la survie géopolitique d'une puissance. C'est pour ça que cet enjeu
cet enjeu qui conjugue l'enjeu de la mer Noire et du bassin oriental de la Méditerranée, de la maîtrise du Levant, puis de la maîtrise de la mer Rouge, parce qu'il y a l'Égypte, etc., de l'ensemble de la Méditerranée, sont beaucoup trop importants pour qu'on puisse transiger ici. Alors, il y a un volet de votre question ici, c'était aussi comment devrait réagir l'Union européenne dans ce contexte. L'Union européenne, elle est entièrement aux mains d'une Raumfremde donc d'une puissance étrangère à son espace. Ce qu'elle aurait dû faire, c'était plaider pour le statu quo, même s'il y a des différences entre les régimes qui régissent l'Europe occidentale, l'Europe centrale ou un pays comme la Syrie de Bachar el-Assad, ça n'a pas d'importance. On ne s'occupe pas du régime d'autrui. On n'insiste pas, on ne veut pas absolument imposer des régimes change. Donc ça, elle n'aurait pas dû faire, et elle aurait dû faire la défense de la diplomatie. Puisque qu'est-ce qu'on lui reprochait, et c'est ça que dans la version écrite, je vous donnerai beaucoup plus de sources, on a reproché à l'Europe, à l'époque de l'axe Paris-Berlin-Moscou, de parier sur la diplomatie, ce qui était une vieillerie, disaient les néoconservateurs américains à l'époque de Bush, alors que là, elle aurait pu affirmer « non, toute solution sera diplomatique ». C'est tout ce qu'il fallait dire. Il ne fallait pas dire grand-chose, il ne fallait pas jouer les matamors, on n'a d'ailleurs pas les moyens, il fallait simplement dire « non, la diplomatie ». C'est tout. On ne pouvait pas nous le reprocher. Oui, bon, donc le Conseil de sécurité de l'ONU et surtout les 5 puissances qui ont droit de veto sont les 5 puissances qui sont sorties victorieuses du deuxième conflit mondial. Donc au départ, il faut dire que la Chine était représentée exclusivement par Taïwan et pas par la Chine communiste. Mais au fil des temps, évidemment, après la guerre froide, il y a 2 camps. D'une part, la Grande-Bretagne, les États-Unis et la France de Sarkozy et de Hollande. Avant, elle avait une diplomatie beaucoup plus originale. Et d'autre part, la Chine et la Russie. Cependant, même un observateur démocrate chrétien allemand comme Willy Wimmer, qui fait partie de la CSU d'Angela Merkel d'ailleurs, constate qu'il y a une exclusion d'office d'un certain nombre de pays qui ont été vaincus pendant la Deuxième Guerre mondiale, alors que nous sommes dans un tout autre contexte. Il faut savoir que la Finlande, la Roumanie, la Hongrie, l'Italie, l'Allemagne et le Japon sont toujours considérés comme des pays ennemis des Nations Unies et sont soumis à un espionnage plus profond que les autres pays. Et ça, c'est une révélation de l'affaire Snowden aussi. Donc il y a une réaction, même dans le parti de Mme Merkel, une réaction assez véhémente de la part de ce monsieur Wimmer. Alors, il y a une sous-représentation au sein de l'ONU de pays qui me paraissent très importants. Parce qu'ils pourraient représenter tout un continent qui n'a absolument pas un droit particulier au chapitre, c'est-à-dire l'Amérique latine, c'est le Brésil. Le Brésil n'est pas représenté dans les structures décisionnelles, finalement, des Nations Unies. L'Afrique du Sud en Afrique, alors qu'elle fait partie du BRICS, il est quand même étonnant qu'un pays-continent, qu'un pays-civilisation comme l'Inde n'ait aucune voix particulière au chapitre, où on n'en a pas plus que le Grand-Duché du Luxembourg, le Japon et l'Allemagne, qui n'ont pas davantage de voix au chapitre que le Mali ou le Malawi. Bien, alors les néoconservateurs disaient qu'il fallait se passer de la diplomatie, qu'il fallait se passer de l'ONU, qu'il fallait passer outre aux décisions de l'ONU. Alors, qu'est-ce qui reste à déplorer? C'est que la France n'a plus de politique gaullienne. À l'époque de De Gaulle, eh bien, avec des ministres compétents comme Coupe de Merville ou Jobert, on n'aurait pas vu une telle capitulation devant les diktats néoconservateurs américains au temps de Bush. Donc la France ne joue plus son rôle d'intermédiaire entre les deux, entre les États-Unis et la Grande-Bretagne d'une part, la USA-UK, hein, donc, qui organise d'ailleurs l'espionnage satellitaire,
Et d'autre part, la Russie et la Chine qu'on pourrait considérer comme des puissances continentales ou des puissances non libérales, non thalassocratiques. Elle ne joue plus son rôle d'intermédiaire entre les deux, et surtout depuis Sarkozy et depuis Hollande, il n'y a absolument plus de diplomatie originale de la France. Donc une réforme, oui, des réformes sont possibles, mais un élargissement au-delà des 5 puissances conduirait à mon avis au chaos, même si on pourrait souhaiter que le Brésil, l'Inde, le Japon ou l'Allemagne fassent partie des puissances ayant un droit de veto. Je crois qu'un élargissement n'est pas là. La balle est dans le camp de la France. Elle doit jouer son rôle, le rôle que lui avait assigné De Gaulle en son temps, surtout après sa rupture avec l'OTAN, disons dans les années 60, après 1963-1966. Bon, on lui a balancé mai 68 dans les pattes. Hein. Mai 68, on sait très bien que il y avait tout de même des officiers de la CIA et de l'OSS qui étaient présents, et puis même un organisateur des chahuts de mai 68 comme Cohn-Bendit. On sait très bien dans quel camp il se trouve aujourd'hui. Donc il existe un ensemble de conservateurs de Washington, comme il existe des fascistes de Washington en Ukraine maintenant, comme il existe des communistes de Washington, et comme il existe des gauchistes festivistes de Washington, Cohn-Bendit en étant l'incarnation la plus emblématique. Bon, une hétérogénéité, je crois, déstabiliserait l'ensemble de la planète, mais je crois qu'il faut être capable d'imposer les principes de base de la non-immixtion, tels que les Chinois et les puissances asiatiques l'avaient formulé au début des années 90, les amendements, ce qu'on a appelé les fameux amendements chinois, notamment aux droits de l'homme, qui à partir de Carter, puis surtout de Clinton, vont servir d'instruments pour déstabiliser tous les régimes de la planète. Les droits de l'homme, certes, mais chaque civilisation a le droit de les adapter à ses valeurs profondes. Ça, c'est une chose. Donc, tout État doit avoir la liberté de se donner le régime qu'il souhaite pour son peuple, le régime taillé à la mesure de son réel. C'est ça que je voulais dire. De ses réalités héritées de l'histoire.